Messieurs, dames, bonjour. Il est 18h05. Ce que je vous propose, c'est de commencer. On va tout d'abord se présenter. Je suis Laurent Lenoble, le secrétaire général de la préfecture et le sous-préfet de l'arrondissement chef-lieu. Monsieur le directeur. Bonsoir à tous, je suis Guillaume Brun, le directeur départemental des territoires, donc la direction départementale des territoires, DDT, est la structure qui suit et qui coordonne tout ce qui est prévention des risques dans les départements. Et donc il y a l'équipe qui va se présenter, qui a préparé ce qui va vous être projeté aujourd'hui. Bonsoir, Thierry Bonabry de la DDT, je suis adjoint au chef du service prospective aménagement risque. Bonsoir, Pierre-François Dejaulmes, je suis le responsable du bureau prévention des risques dans le service de Monsieur Bonabry. Merci beaucoup. Peut-être madame, non, qui est vous présentée. Voilà, comme ça, à la DDT. Comme ça, vous connaissez tout le monde. Tout d'abord, vous dire que nous sommes très heureux de nous présenter à vous ce soir, dans le cadre de cette réunion publique de concertation, dans le cadre de la procédure d'élaboration du plan de prévention des risques naturels prévisibles d'inondation de Langot. Vous dire tout d'abord, en termes d'introduction, l'importance de cette procédure. Importance parce que vous connaissez tous ce que sont les risques, notamment les risques naturels, et également les risques naturels majeurs. On a tous conscience de ce qui s'est passé à travers le département, la France, voire le monde, sur un certain nombre d'événements marquants au titre des inondations, au titre des dégâts qui peuvent être occasionnés de ce fait, c'est-à-dire à la fois sur les habitations mais aussi sur les personnes, et que la gestion de crise est un volet important qui est pris en charge par le préfet dans chaque département avec l'action coordonnée de l'ensemble des services, mais que avant de passer à la phase gestion de crise, il y a un élément qui est aussi déterminant, qui est très important, c'est la prévention des risques. Et la prévention des risques, c'est un outil qui nous permet justement d'éviter la gestion de crise. Et la prévention des risques, c'est un élément qui nous permet à tous d'être informés sur les risques encourus, mais également de poser de manière claire, notamment sur des documents d'urbanisme, des zones, des zonages qui permettent d'identifier des risques d'inondation, des risques d'avalanche dans les territoires montagnards, des risques feux de forêt également, un certain nombre de risques identifiés par les services de l'État, et avec des zonages qui nous permettent de ne pas construire là où il ne faut pas. C'est d'une importance cruciale parce qu'on a, encore une fois, tous en tête les catastrophes qui ont pu avoir lieu et qui auraient pu peut-être être évitées si la politique de prévention des risques avait été créée plus en amont. Et donc cette procédure d'analyse des risques, de prévention des risques, elle se concrétise souvent par l'élaboration de plans de prévention des risques. Et c'est pour ça aujourd'hui qu'on se lance dans une procédure qui date déjà d'il y a plusieurs années sur Langot, mais qu'on reprend aujourd'hui, avec plusieurs phases de conception de ce plan de prévention des risques, et notamment une phase de concertation, voilà, avant enquête publique, avant un certain nombre de procédures qu'on va vous expliquer. Et cette phase de concertation avec le public, c'est un moment important, c'est un moment clé pour pouvoir vous présenter toute la démarche, pour pouvoir vous présenter les travaux qui ont déjà été menés et pour pouvoir répondre à vos questions. Donc c'est un outil qui repose sur la loi et un outil réglementaire. Les PPR sont loin d'être des outils anecdotiques puisqu'ils engagent la responsabilité de son signataire, qui est le préfet, et derrière on a une responsabilité pénale d'application
des PPR. Et c'est pour ça aujourd'hui qu'on souhaite échanger avec vous, vous présenter tout cela et répondre à vos questions. Voilà. Monsieur le directeur, peut-être compléter mes propos. Non, simplement vous annoncer le déroulé. On va vous projeter un petit film pour rappeler ce que disait Monsieur le secrétaire général, c'est-à-dire que les inondations, ça arrive et ça n'arrive pas qu'aux autres. Donc vous montrer comment finalement un peu d'eau peut bouleverser une ville, une zone. Ça se passe en Dordogne, c'est pas chez nous, mais voilà, c'était un reportage France 3 qu'on va vous diffuser pour mettre un peu dans l'ambiance, si vous voulez. Et ensuite, on va entrer dans le vif du sujet avec d'abord une présentation de la situation territoriale ici. Puis, on vous montrera l'étude hydrographique qui a été conduite sur la zone pour essayer d'identifier les zones d'aléas, etc. Et enfin, on vous présentera le plan de prévention des risques lui-même et les préconisations, les zonages qui en ressortent. Voilà, donc en 4 temps. Je vous propose qu'on commence par le petit film. Bien, donc je vais vous rappeler quelques éléments, mais que vous connaissez peut-être mieux que moi sur le contexte du territoire. On est là sur un territoire d'études qu'on a arrêté sur 3 communes, Billon, Montmorin et Saint-Julien de Coppel. Et on a étudié 2 cours d'eau, l'Angot qui s'écoule sur Montmorin et Billon, et le Ranquet qui s'écoule sur Saint-Julien de Coppel et rejoint l'Angot à l'aval de Billon. On est sur un territoire avec des bassins versants qui sont de relativement faible superficie, ce qui fait qu'on a une rapide concentration des écoulements dans les cours d'eau. Et c'est un territoire qui a été soumis à des crues historiques au XVIIIe et XIXe siècle notamment, et à des crues plus récentes, en 92, en 2001, en 2012. À chaque fois, ce sont des crues qui ont été provoquées par des orages violents, relativement brefs, mais avec des précipitations importantes. Des orages qui se sont produits toujours dans la période, on va dire, de mai à octobre, et qui ont généré des débordements importants. Alors, voilà, sur cette diapo, on a rappelé alors quelques éléments historiques majeurs, une crue de septembre 1750, où des éléments retrouvés aux archives font état de hauteur d'eau de 3 mètres dans la traversée de la commune de Billon. On est là certainement sur la crue historique la plus marquante sur le territoire. À la fin du 19e siècle, en mai 1894, une autre crue marquante qui a provoqué la mort de 2 personnes. La rapidité de la crue a pris de court certains habitants et a provoqué donc 2 décès. Et en 1929, en mai 1929, une autre crue historique importante sur les 2 cours d'eau de l'Angot et du Ranquet. Et donc plus près de nous, en juin 92, en juillet 2001 et en mai 2012, là encore des crues importantes, alors qui peuvent être concomitantes sur l'Angot et le Ranquet, ou qui peuvent toucher plus spécifiquement un des 2 cours d'eau. C'était le cas pour la dernière crue de 2012, pour laquelle vous voyez une photo là en bas, qui a touché donc plus particulièrement le Ranquet et qui a créé des débordements, notamment sur le secteur de l'Intermarché de Billon. Donc en plus, dans la traversée de la commune de Billon, on a un cours d'eau qui est entre guillemets canalisé par des petits murets qui font que les débordements peuvent finalement être canalisés un certain temps avant d'avoir une surverse ensuite rapide qui peut générer des phénomènes donc très rapides d'inondation et surprendre la population. Alors sur la diapo qui est ici exposée, on a fait apparaître en bleu la zone inondable telle qu'elle a été modélisée par l'étude qui va vous être présentée plus en détail par la suite. Donc la zone inondable en bleu, et on a superposé sur la gauche le bâti présent en 1960
et le bâti aujourd'hui présent en 2020-2021. Et on voit que dans la zone inondable, certains bâtiments sont venus s'implanter entre-temps, notamment au niveau de la zone artisanale qui finalement est située entre Langot et le Ranquet. Donc on voit que cet apport de construction en zone inondable conduit à exposer des personnes, mais également des biens au risque d'inondation et à générer donc des risques pour les personnes et des dommages pour les biens, des dommages qui ont un coût pour la collectivité. Donc l'objectif du plan de prévention des risques, c'est bien comme l'a présenté Monsieur le Secrétaire Général, de maîtriser cette urbanisation pour limiter l'apport de population et de nouvelles installations en zone inondable. Voilà pour la présentation rapide. Je vais donc rentrer un peu plus dans le détail des études qui ont été menées sur le territoire. Alors comme on l'a dit, ça concerne 3 communes et 2 cours d'eau qui ont été en fait étudiés sur le linéaire complet sur lesquels ils traversent ces 2 communes. Donc au fait, on a 10 km à peu près pour Langot et 8 km pour le Ranquet. Et cette étude en fait va conduire à un seul PPR-NPI, un plan de prévention des risques naturels prévisibles d'inondation. Alors si vous entendez pendant le reste de la présentation PPR, PPRI, PPR-NPI, ça sera toujours la même chose. En fait, dans les années 2000, au début des années 2000, les services de l'État ont réalisé plusieurs études avec plusieurs bureaux d'études, l'objectif étant d'obtenir de la topo, des études qu'on appelle études hydrogéomorphologiques. Alors le nom est un peu barbare, mais en fait c'est un expert en cours d'eau qui analyse un peu le terrain et qui définit à partir de sa vision du terrain l'enveloppe des zones inondables. Alors généralement c'est des études qui sont peu précises et un peu maximisantes, mais en 2000 c'était la méthodologie qui était presque la plus poussée qui existait. On avait fait aussi un peu de modélisation, mais on était sur les balbutiements de la modélisation à cette époque. Donc l'étude qui a été portée à connaissance finale en 2006 aux collectivités regroupait un peu ces différents éléments. Dès 2006, en fait, les collectivités ont eu une première enveloppe de la zone inondable, qui a été prise en compte en fait, dans les politiques d'aménagement dès 2006. Depuis quelques années, en fait, on a décidé de réexpertiser toutes ces études. On a confié ce travail-là à nos collègues du CEREMA, qui sont en fait le service technique du ministère de la Transition écologique, pour réaliser en fait une nouvelle étude beaucoup plus précise, puisque les techniques avaient évolué, une technique basée sur des levées topographiques beaucoup plus précis et une modélisation plus précise, avec pour objectif de modéliser 3 crues principales. La première, c'est ce qu'on appelle une crue d'occurrence 10 ans, une décennale, qui est en fait une crue qui a une chance sur 10 d'arriver tous les ans. Il ne faut pas voir qu'elle arrive tous les 10 ans, mais une chance sur 10 d'arriver chaque année. On a modélisé la crue trentenale, une chance sur 30, et la crue centenale, donc une chance sur 100 d'arriver, et qui est en fait la crue de référence qui est prévue par la loi pour servir de base au plan de prévention des risques. C'est cette crue qui en fait apparaîtra dans le document réglementaire. L'étude en fait s'est terminée fin de l'année 2020 et a été portée à connaissance aux collectivités le 4 décembre 2020. Alors qu'est-ce qu'on entend par porter à connaissance? C'est en fait un porter à connaissance, c'est que Monsieur le Préfet a validé officiellement la connaissance et l'étude, et les collectivités, ça a été transmis officiellement aux collectivités pour la prise en compte dans l'urbanisme de cette nouvelle connaissance, sachant qu'en fait les collectivités avaient déjà intégré le risque inondation avec la connaissance de 2006. La cartographie de 2020 étant beaucoup plus précise que celle de 2006. Pour preuve de ce que j'avance, globalement, comme je vous l'ai dit plus tôt, l'étude de 2006 était plutôt maximisante, et quand on compare en fait l'impact sur les zones inondables entre 2006 et 2020, globalement sur le territoire, on sort 40 hectares de la zone inondable. On était à 116 hectares sur les 3 communes qui étaient en zone inondable en 2006, et en fait avec la nouvelle modélisation qui s'appuie sur une topographie beaucoup plus précise et un modèle mathématique, on n'obtient plus que 76 hectares. Alors ça ne veut pas dire que localement sur certaines parcelles, on n'a pas une augmentation de la zone inondable, parce qu'en fait, en prenant plus finement en compte le terrain et sa topographie, on peut montrer en fait que certains secteurs sont devenus inondables. Mais c'est des épiphénomènes vraiment très localisés.
Donc voilà globalement l'étude. J'espère que j'ai répondu à votre question. Ah, sur les hauteurs d'eau, on revient juste après. Sur la LR. Est-ce que vous avez des questions sur cette étude? Bien. Je vais rentrer donc maintenant dans le document et donc je vais répondre à vos questions sur les classes de hauteur. Oui, pardon. Vous ne pouvez pas faire des retenues d'eau en aval entre Montmorin et Billon Alors, au niveau de la planchette et tout ça, creuser un petit peu pour faire des... les retenues d'eau, Oui, qui sont généralement ce qu'on appelle couramment les bassins d'orage, ouais. sont dimensionnés en fait pour des crues décennales. Au-dessus pour une crue centenale, en fait, les volumes d'eau mis en jeu sont tellement immenses et importants qu'il faudrait faire en fait des aménagements extrêmement importants et coûteux. Et puis en termes de volume, en fait, on parle de millions de mètres cubes. Donc en fait, votre paysage. Pour remonter sur Montmorin, il y a des étangs qui sont pris sur la rivière. Voilà. Alors ça c'est la première chose. La seconde chose, c'est que en fait, ce que vous parlez là, c'est des compétences pour améliorer la vulnérabilité, diminuer la vulnérabilité du territoire. Ce n'est pas l'objectif d'un PPR. Ça, c'est des choses qui viendront après si les collectivités, dans le cadre de certaines politiques, décident de mettre en œuvre des politiques de réduction de la vulnérabilité. Le PPR, lui, a pour objectif de cartographier l'aléa inondation à l'instant actuel. En fait, c'est un état des lieux de la zone inondable maintenant. Il faut quand même bien être conscient, comme ça a été dit, que des aménagements, ça peut diminuer un peu des petites crues. Ça peut marcher, avec quand même un rapport coût-bénéfice. Mais là, on est sur des crues centenales. C'est des crues... Oui, bien sûr. Si vous avez 3 mètres d'eau dans Billon, c'est pas un petit bassin d'orage en amont qui va l'enlever. Donc, ça, sur des grosses crues, ça submerge tous ces ouvrages. Donc là, en fait, ou alors, c'est vraiment des choses tellement pharaoniques que ça a un coût pharaonique aussi. Donc là, il n'est pas pris en compte. Ces hypothèses-là, on ne les prend pas en compte dans un PPR. D'accord. Parce que l'objet d'un PPR, c'est pas d'agir pour diminuer le risque. L'objet d'un PPR, c'est de dire on connaît les zones inondables et on arrête d'y construire. On va le voir après. Donc, on pourrait se poser la question, est-ce que depuis 2006, il y a une étude, est-ce qu'on a continué à construire? Parce qu'on vous a montré tout à l'heure qu'au cours des 40 dernières années, on avait construit en zone inondable. Maintenant, l'objectif, c'est d'arrêter de construire en zone inondable. C'est ça l'objet du PPR. La réduction des risques, c'est une autre procédure qui n'est pas l'objet de la réunion de ce soir. Si la collectivité souhaite envisager, étudier des ouvrages destinés à retenir des crues relativement modestes, comme on l'a dit, seules des crues relativement modestes peuvent être freinées par des ouvrages, les services de l'État peuvent les accompagner, les conseiller dans la conduite de ces études. Mais il n'y a pas d'obligation en tant que telle de réaliser ces études. Vous parlez de conseil, Tout à fait. Les services de l'État peuvent sont là pour accompagner les collectivités dans leurs projets, et notamment dans les projets d'aménagement destinés à réduire la vulnérabilité des territoires vis-à-vis du risque. Et actuellement, il y a un plan comme ça sur l'agglomération Rio-Moise, où il y a, entre Rion, ils font une action comme ça, donc on appelle un tapping, et accompagné par les services de l'État sur ce qu'ils conseillent dans cette procédure. Mais on est bien sur une réduction des petites crues. Voilà. C'est pas le même sujet que le PPR. On revient au PPR et justement on vous présente le document, son contenu et puis les hauteurs d'eau qui sont prises en compte. Alors du coup, pardon. On va revenir sur le document PPR-NPI. Je vais juste commencer par rappeler quelques éléments de contexte. Déjà, on n'en a pas forcément conscience. Il faut savoir que déjà dès 30 cm d'eau, une voiture peut être emportée. Ce qui est important aussi dans le schéma que je vais vous montrer là, c'est pour montrer un peu la mobilité d'une personne par rapport à l'eau, à son écoulement et sa hauteur d'eau. Et globalement, si on regarde le trait rouge, au-dessus d'1 mètre, une personne qui est sportive aura du mal à se déplacer dans 1 mètre d'eau. Et au-dessus de 1 mètre par seconde en termes de vitesse, son déplacement sera aussi difficile en zone inondable. Alors, pour comprendre le schéma, vous avez la hauteur d'eau en verticale et vous avez la vitesse de l'eau en horizontale. Donc le trait, ça veut dire, compte tenu de la vitesse de l'eau, à partir de quelle hauteur on peut plus se déplacer.
Plus la vitesse augmente, évidemment, plus il suffit d'une petite hauteur pour plus arriver à se déplacer correctement. Donc le trait rouge montre que si l'eau va à plus d'1 mètre seconde ou 2 mètres secondes, même à 20 cm d'eau, on arrive. 30 cm d'eau, ça suffit, on n'arrive plus à se déplacer correctement. Donc on va rappeler un certain nombre de choses sur les PPR. Ces objectifs, on en a déjà évoqué un certain nombre dans les diapositives précédentes, mais je vais faire rapidement un rappel. Le but, c'est donc de synthétiser les connaissances disponibles sur le risque inondation pour une crue centennale. C'est vraiment la crue de référence. De délimiter donc par un zonage les zones exposées au risque et à l'intérieur de ce zonage, de réglementer les projets, les autoriser sous réserve, donc avec des prescriptions quand c'est possible, dans certaines zones. On reviendra après sur les zones où c'est possible de construire, ou de les interdire. De définir certaines mesures de protection, de sauvegarde aux particuliers et aux collectivités. Par exemple, ça peut être l'affichage de la conduite à tenir dans un établissement qui reçoit du public en cas d'inondation, pour éviter que le public concerné ne fasse pas veuille sortir du bâtiment. C'est plus intéressant quand il y a une inondation d'inviter les gens à monter à l'étage, ce qui paraît cohérent. Mais des fois, dans la crise, si ce n'est pas indiqué clairement, on peut avoir des comportements qui ne sont pas forcément adaptés. Et puis de protéger aussi les champs d'expansion de crue. Alors qu'est-ce qu'on entend par champ d'expansion de crue? En fait, c'est les zones non urbanisées qui sont en zone inondable. Alors pourquoi les protéger? En fait, c'est un peu comme dans votre baignoire. Si vous commencez à mettre beaucoup d'objets dans votre baignoire, au bout d'un moment, si ces objets représentant les constructions, ça déborde autre part. Ça va déborder de votre baignoire. Et donc le but de protéger ces zones urbanisées, c'est d'éviter d'aggraver le risque pour les habitations et les constructions déjà existantes autour. Alors globalement, pour obtenir le risque, c'est ce qu'on a vu, on va caractériser le phénomène naturel avec l'aléa, ce qu'on appelle, qui est en fait comment l'eau se déplace sur le territoire, avec ses caractéristiques, hauteur et vitesse. Et puis on va croiser ça avec en fait l'occupation des sols, et ça nous permettra d'obtenir en fait notre zonage réglementaire, avec toujours derrière la tête les objectifs que je vous ai cités avant. Alors globalement, si on regarde, la carte d'aléa, elle est caractérisée par 3 grandes classes d'aléa, l'aléa faible, l'aléa moyen et l'aléa fort. Et en fait, c'est par pas de 0,5, soit sur les vitesses et sur les hauteurs. C'est le petit diagramme que vous avez dans le coin en haut. Si vous êtes en dessous de 0,5 mètres par seconde ou 0,5 mètres de haut, vous êtes en aléa faible. En dessous d'1 mètre par seconde de vitesse ou de hauteur, vous êtes en aléa moyen. Et tout ce qui est à plus d'1 mètre d'eau ou des vitesses d'eau supérieures à 1 mètre par seconde, c'est de l'aléa fort. En fait, on retrouve les informations que je vous ai données tout à l'heure avec la possibilité de déplacement des personnes. Le but, c'est de repérer les endroits où on va avoir où la sécurité des personnes est vraiment mise en jeu. Alors, on va peut-être passer la parole à M. Sigaud du CEREMA, qui a réalisé l'étude qui sert de base à l'établissement du PPR et qui pourra vous parler plus précisément des hypothèses prises. On avait compris hauteur d'eau résultante, mais votre question c'est hauteur d'eau tombe. Quelle quantité de précipitation pour la crue centennale? Hier, on a vu qu'à Agen, il est tombé 120 mm en 1 heure. Qu'est-ce que vous avez pris, vous, pour ça? Alors là, votre question, effectivement, pose le problème de ce qu'on appelle l'hydrologie chez nous, c'est-à-dire effectivement l'estimation des débits pour une étude donnée. Là, en l'occurrence, pour cette étude-là, en fait, on a repris les éléments de l'étude de 2006, à savoir que, alors effectivement, pour répondre précisément à votre question là, sur les hauteurs d'eau précipitée, alors pour une crue on va dire, de période de retour 100 ans, en fait, qui est la période, la crue de référence, on est, je dirais, sur des hauteurs d'eau de l'ordre de 100 mm, donc de pluie précipitée. Alors je vous dis, c'est de l'ordre 2, parce qu'en fait, je n'ai pas la valeur exacte, pour la simple et bonne raison que c'est pas c'est pas la quantité de pluie précisément qui a été retenue pour estimer les débits. En fait, ce qu'on a fait, c'est que, en général, ce qu'on utilise, c'est qu'on se base sur des stations hydrométriques pour estimer les débits. Là, en l'occurrence, les bassins versants de l'Angot et du Ronquet ne sont pas ce qu'on appelle des bassins jaugés. C'est-à-dire qu'on ne dispose pas effectivement de ces données-là. Par contre, l'hypothèse qui avait été choisie initialement, c'était de se baser sur des stations hydrométriques, on va dire au niveau régional, c'est-à-dire sur des bassins versants comparables à ceux de l'Angot et du Ronquet, et de raisonner par ratio. C'est-à-dire qu'en fait, on a ce qu'on appelle un débit caractéristique, c'est-à-dire un débit exprimé en mètres cubes par seconde
par kilomètre carré de bassin versant. Et en fait, c'est cette formule-là en fait, qui a été utilisée pour estimer en fait, les débits des cours d'eau à partir de stations hydrométriques proches de la zone d'étude. Donc si demain il tombe à Saint-Julien-de-Copel et jusqu'à Vigan en orage où il tombe 120 mm en 1 heure, vous êtes incapable de dire ce qui va se passer. On est capable de l'estimer. Après, ce qui se passe, c'est que quand on est sur des estimations de débit, en fait, on a plusieurs méthodes effectivement qui peuvent être utilisées, avec en particulier des incertitudes assez importantes, enfin, suivant les méthodes qui sont utilisées. Et c'est la raison pour laquelle, en fait, on avait effectivement repris les résultats de l'étude de 2006 qui nous paraissaient cohérents. Alors, simplement un mot sur les hypothèses. Pourquoi ces hypothèses-là? Elles n'ont pas été prises au doigt mouillé, tiens, on va prendre 100 mm. En fait, on va le voir tout à l'heure dans le calendrier de réalisation d'un PPRI, vous avez une phase initiale où il y a une étude bibliographique qui est faite très approfondie, où on va repérer toutes les crues, donc vous en avez vu une partie du résultat. On va essayer de repérer justement tous les éléments par rapport aux crues historiques. On va interroger les maires de toutes les communes pour aussi qu'ils donnent des éléments sur les crues que vous avez connues, que vos anciens ont connues, etc. Donc on fait une étude dans les journaux. Donc on repère toutes les crues importantes qui ont été connues. Et là on simule une crue centenale, donc celle qui arrive tous les 100 ans à peu près en moyenne, ou la crue la plus importante connue au cours des 100 dernières années, s'il y en a une qui était encore plus importante que ça. Et c'est cette crue majeure qu'on a reconstituée qu'on prend comme hypothèse. Alors, est-ce que c'est 100 mm qui ont tombé? Voilà, là, il faudrait regarder en détail. Mais il y a eu toute une étude, si vous voulez, faite pour arriver à ça. Pétrolière, vous prenez à la plus haute vague, et puis on lui a rajouté 10 mètres. Parce qu'en fait, ça peut arriver, on ne sait pas. Vous vous limitez à la plus haute observée, et si un jour, ça dépasse vos observations, c'est dangereux. Il faut prendre un petit pilote suffisant. Sinon, comment est-ce qu'on peut évaluer si on ne majeure pas? Alors, le choix réglementaire a été fait une occurrence centenale. C'est un choix réglementaire. Vous devez toujours trouver un équilibre. Après, on peut prendre millénal, etc. Alors, centenale pour les ouvrages entre guillemets classiques du PPR, c'est-à-dire les habitations. Après, pour certains ouvrages particulièrement critiques, par exemple un hôpital, là, c'est simulé sur base de crues millénales plutôt. Parce que là, effectivement, on veut que l'hôpital il soit toujours actif. Donc, en fonction des biens, etc., on prend des études. Oui, bien sûr, une crue centenale, ça veut dire qu'une fois tous les 200, 300 ans, on pourra en avoir une qui dépasse. Ça, c'est pas exclu. Mais il a été jugé que le degré raisonnable était de prendre une crue centenale pour ce type d'études. Je crois qu'il faudrait préciser cette notion de crue. Gérard Guillaume, maire de Montmorin, préciser cette notion de crue centenale et des phénomènes qu'on peut constater à l'heure actuelle. Est-ce que ces phénomènes, on a un changement climatique qui est constaté par tout le monde, et est-ce qu'on ne peut pas changer les modélisations en disant la crue centenale, elle ne va plus être centenale, elle va être décennale, parce qu'elle peut se produire 10 ans dans l'année, 10 fois dans l'année. Est-ce que c'est pas ça qu'il faut ramener dans les modélisations pour effectivement coller un petit peu plus? Là, on regarde sur le passé. Donc c'est le constat. Mais c'est vrai que le climat est en train de changer tout de suite. Et effectivement, on peut s'interroger. Alors, vous avez effectivement raison. On modélise les crues sur la base d'événements passés, sur la base d'analyses hydrologiques du passé. Et aujourd'hui, on constate tous la violence des phénomènes, la répétition de certains phénomènes plus courants, mais on n'a pas encore assez de recul pour déterminer dans quelle mesure il faudrait les prendre en compte dans les éléments qui nous intéressent ici, qui servent à maîtriser l'urbanisation. Comme vous l'avez dit, monsieur, la prochaine crue exceptionnelle qui arrivera, ça ne sera certainement pas la crue centenale, elle sera peut-être d'occurrence 80 ans, elle sera peut-être d'occurrence 120 ans. Voilà, personne ne peut le dire, mais la base dans l'outil qui est le plan de prévention des risques et qui vise à maîtriser l'urbanisation en zone à risque, c'est la modélisation de la crue centenale telle qu'on sait la faire aujourd'hui, c'est-à-dire voilà, avec les limites des modèles d'aujourd'hui et sans encore tenir compte des perspectives d'évolution liées au changement climatique. On est en train de vous présenter une démarche qui est conforme à la loi et au règlement applicable aujourd'hui. On est là aussi pour débattre, comme vous le dites, des questionnements sur les évolutions du climat.
Et l'évolution de ces textes, probable, mais aujourd'hui, nous sommes là pour vous présenter les textes applicables aujourd'hui. Donc peut-être qu'il y aura des évolutions, certainement qu'il y aura des évolutions. Mais la démarche, elle n'est pas neutre aujourd'hui. Même si la population se rend compte de plus en plus des phénomènes précipités, souvent plus durs, des chutes de pluie, des inondations, des orages, etc. On le partage, on le voit, on est très attentif. Mais aujourd'hui, la réglementation, elle est celle qui est applicable, on va l'appliquer. Et quand elle évoluera, on l'appliquera de la même manière. Donc on comprend les interrogations, c'est pas du tout ce que je veux dire, hein. Mais nous, on est là pour appliquer la loi et les règlements. On n'est pas là pour les faire, hein. C'est la représentation nationale et les parlementaires qui sont là pour valider ces évolutions sur la base des analyses. En général, on a le droit d'être intelligent et de se dire la loi est ce qu'elle est, mais on voit tous les jours qu'il se passe des choses, prenons des pieds de pilote, non? On n'a pas le droit de faire ça? C'est stupéfiant ce que vous nous racontez. D'accord. Donc j'essaie de rester modéré dans mes propos et je vous demande. Ça fait 2 fois que vous me coupez la parole. Je ne vous ai pas coupé une seule fois la parole. La politesse, c'est une des premières des règles du savoir-vivre. Donc je vous demanderai de bien vouloir respecter ça. C'est la moindre des politesses. Je ne vous ai pas coupé la parole. Donc nous on applique les lois et les règlements. On est là aujourd'hui pour discuter de ce qui va se passer au titre de la procédure du plan de prévention des risques naturels prévisibles d'inondation et de l'impact qu'il y aura aussi sur la neutralisation d'un certain nombre de terrains qui ne seront plus constructibles, etc., etc. Demain, si les règles sont durcies à maxima, ça veut dire qu'il n'y aura plus de terrain pour construire aucune habitation. Donc c'est un subtil équilibre entre le droit de propriété, la capacité de construire et les risques, et l'acceptation des risques. Voilà. Donc aujourd'hui, la loi, elle est celle qui est applicable aujourd'hui, et on va continuer à vous présenter de manière précise ce qui va se passer sur ce dossier. Je vous avais présenté le phénomène naturel. La deuxième étape a été de regarder l'occupation des sols, ce qui nous a permis, en croisant en fait les deux, d'obtenir les cartes de zonage réglementaire et d'identifier en fait les secteurs urbanisés en zone d'aléa fort, les secteurs urbanisés en zone d'aléa faible ou moyen, et les champs d'expansion de crues. Globalement, hein, on arrive sur un zonage avec plusieurs couleurs, 5 couleurs en l'occurrence, qui permettent d'identifier ce que je viens de vous dire. Les zones d'aléa fort urbanisées en rouge et violet. En orange, les zones urbanisées d'aléa faible et moyen. Et en zone verte, les secteurs de champs d'expansion de crues. Le principe, c'est que les champs d'expansion de crues, comme je vous l'ai dit, on les protège, donc c'est des principes d'interdiction, c'est des zones non constructibles. En zone d'aléa fort, zone où l'eau atteint des vitesses ou des hauteurs très importantes, le but c'est de ne pas d'amener de nouvelles populations dans ces secteurs-là, donc on est également sur des principes d'interdiction, alors que sur l'aléa faible ou moyen, on est sur des principes d'autorisation, mais en prenant en compte le risque dans les constructions pour les rendre résilientes à la crue qu'on a caractérisée. Pour chacune de ces zones, du coup, on a écrit un règlement qui permet de gérer l'urbanisation et les projets dans ces territoires, en gardant bien en tête les grands principes du PPR, qui sont de ne pas augmenter la vulnérabilité des biens et des personnes, de protéger les champs d'expansion de crues, de limiter les nouvelles constructions en aléa fort et donc d'autoriser avec prescription en zone urbanisée d'aléa faible ou moyen. Le but, comme je vous l'ai dit, c'est de protéger les personnes, mais aussi limiter le coût économique des dégâts, parce que du coup, en cas de catastrophe, c'est la solidarité nationale qui intervient pour indemniser les particuliers. Je vous propose de rentrer un peu plus dans le contenu du règlement pour que vous puissiez voir un peu ce qui est possible ou pas. Alors on va se concentrer dans les zones urbanisées, puisqu'en fait les champs d'expansion de crues, comme vous l'avez compris, sont des zones inconstructibles par définition. On autorisera cependant les constructions agricoles, puisque généralement c'est des parties agricoles, donc on ne veut pas pénaliser les exploitants qui devront avoir et respecter un certain nombre de prescriptions. On va commencer par les zones d'aléa fort, qui sont soit en rouge, soit en violette, en fonction de si on se trouve en zone urbanisée ou en centre urbain.
Globalement, le centre urbain sur votre territoire, c'est le centre-ville de Billon. Ça change très peu de choses en fait entre les deux règlements au vu des zones impactées. Globalement, donc pour revenir à ce que je vous ai dit, dans ces zones-là, les nouvelles constructions, une nouvelle maison d'habitation sera interdite. Les travaux de rénovation d'un bâtiment, de réparation ordinaire d'un bâtiment seront autorisés. Le but n'est pas de condamner l'existant. On a quand même en France de très nombreuses communes en zone inondable, de très grands secteurs en zone inondable, et si on commençait à vouloir évacuer ou interdire toute vie dans ces secteurs-là, condamner tous ces bâtiments, en fait, on se retrouverait avec de nombreuses villes mortes. D'où la nécessité de trouver un règlement qui permet un équilibre entre prise en compte du risque et vie locale et aménagement. Pour les constructions et les bâtiments existants, une maison qui se situe en aléa fort aura le droit de faire des annexes limitées à 20 mètres carrés. Par exemple, un garage, ça sera autorisé au niveau du terrain naturel. Dans le cas d'une volonté d'extension, soit par surélévation ou soit en faisant une extension au sol du bâtiment, d'une construction, d'une maison, eh bien, comme je vous l'ai dit, on cherchera toujours à protéger les personnes. Donc, du coup, une extension par surélévation, si on est au-dessus de la côte, du niveau d'eau, eh bien, il n'y aura pas de problème. Et pour une extension au sol, l'objectif, c'est que les planchers soient situés au-dessus de la côte qui est calculée dans le cadre de la crue, afin de mettre en sécurité les personnes. On limitera aussi la surface d'extension en aléa fort, pour éviter d'avoir de nombreuses constructions qui se mettent dans ces secteurs-là. À 20 mètres carrés pour les bâtiments de moins de 100 mètres carrés et à 20% de la surface du bâtiment pour les bâtiments supérieurs à 100 mètres carrés. Dans tous les cas, on interdira la construction ou la réalisation de sous-sol. Il faut bien avoir en tête que lors des derniers événements, on a eu de nombreux morts pour des personnes qui ont en fait été chercher leur voiture dans des garages situés en sous-sol ou qui ont pris des passages inférieurs. Donc du coup, ces secteurs-là, en fait, se remplissent comme une baignoire. Et du coup, on interdit les sous-sols. Voilà globalement les grands principes de construction en aléa fort. Maintenant, je vais revenir un peu plus sur les zones urbanisées en zones d'aléa faible ou moyen, les zones oranges qui apparaîtront en fait dans le règlement du PPR. Je vais y revenir. Donc, en zone urbanisée, on est sur un principe comme la précédente de laisser faire les réparations courantes d'un bâtiment. Le but n'est toujours pas de condamner l'existant. On autorisera les nouvelles constructions de type habitation à condition de mettre en sécurité les personnes, c'est-à-dire que les planchers seront situés au-dessus du niveau de l'eau. Alors en fait, chaque fois que je vous parle de niveau de l'eau, le PPR permet de calculer en tout point à quelle hauteur l'eau va se trouver. Et à ce niveau d'eau, en fait, on rajoute 20 cm de revanche par sécurité. Pour l'évolution des bâtiments existants, ça sera toujours la même chose. Le but, c'est que les extensions soient résilientes pour limiter le coût économique des dégâts, mais également mettre en sécurité les personnes. Par contre, là, en zone d'aléa faible et moyen, on ne mettra pas de limitation de surface pour les bâtiments. Un point qui arrive régulièrement, surtout dans des villages comme les vôtres, des communes comme les vôtres, pardon, c'est la transformation d'anciens bâtiments en habitation ou dans une autre destination. On revient toujours sur les mêmes principes, je vais me répéter beaucoup dans cette partie de la présentation. Le but, c'est de protéger les personnes et les biens. Donc globalement, si on réalise les planchers au-dessus de cette cote de mise hors d'eau, donc de ce niveau d'eau, ça sera possible de transformer le bâtiment, par exemple une grange, en habitation. Par contre, si on laisse le plancher de la construction et qu'on veut faire l'habitation au niveau du terrain naturel, au niveau du sol tel qu'il est prévu, ça ne sera pas possible. Il faudra surélever les planchers. Et on est toujours dans un cas où les sous-sols seront interdits, dans tous les cas. Voilà globalement sur les grands principes du règlement et du zonage du PPR. Voilà, cette diapositive rappelle les principales étapes du calendrier d'élaboration du plan de prévention des risques. Donc, comme cela a déjà été évoqué, il y a eu une phase d'études préalables qui s'est notamment conclue par des échanges avec les collectivités en fin d'année 2020 sur les cartes d'aléas, donc les cartes qui identifient les zones inondables, la hauteur et la vitesse, donc concertation qui s'est déroulée au 4e trimestre 2020.
Et une fois cette concertation terminée, l'étude a été considérée comme validée. Elle a été validée par Monsieur le Préfet et communiquée aux collectivités, aux communes qui d'ores et déjà la prennent en compte dans leurs décisions relatives à l'urbanisme. Ensuite, au premier trimestre 2021, il y a eu une concertation toujours avec les mêmes acteurs sur les enjeux, l'identification de l'occupation du territoire, donc qui va conditionner ensuite les possibilités réglementaires de construire. Donc cette concertation a eu lieu au premier trimestre 2021. Et ensuite, la concertation sur le zonage réglementaire a eu lieu cet été, de juillet à début septembre, pour toujours recueillir l'avis des collectivités sur le projet de zonage et de règlement, dont quelques éléments de règlement ont été présentés ici. Aujourd'hui, on est sur une réunion publique qui vient clore la phase de concertation. Et on va passer ensuite sur des phases plus formelles de consultation institutionnelle, à savoir que les collectivités ainsi que la Chambre d'agriculture vont être consultées pendant 2 mois pour un avis formel sur le projet de plan de prévention des risques, donc incluant les cartes de zonage et le projet de règlement. Et à l'issue de cette consultation formelle, le dossier de projet de plan de prévention des risques, ainsi que les avis rendus par les collectivités et la Chambre d'agriculture, seront soumis à enquête publique d'une durée de 1 mois, pendant laquelle tout un chacun sera invité à venir faire part de ses remarques auprès du commissaire enquêteur. Le commissaire enquêteur remettra ensuite, à l'issue de cette enquête, un rapport au préfet. Le préfet ensuite aura à statuer sur l'approbation du plan de prévention des risques qui pourrait intervenir au deuxième trimestre 2022. Et une fois ce plan de prévention des risques approuvé par Monsieur le Préfet, il vaut servitude d'utilité publique, donc il est annexé au document d'urbanisme, annexé au PLUI de Bilonco, et il est pleinement pris en compte dans les décisions d'urbanisme. Et il présente l'avantage, on va dire, par rapport à la situation d'aujourd'hui, d'avoir un règlement clairement exposé qui permet à chaque propriétaire de parcelle de savoir précisément ce qu'il peut faire au titre de la prévention des risques et quel projet il peut réaliser sur sa parcelle, tout en prenant en compte les risques identifiés. Voilà, nous en avons terminé pour la présentation. Monsieur, vous aviez une question Oui. Je voulais savoir, pour la régulation de l'étang des morts, est-ce que c'est pris en compte? Parce que des fois, peut-être qu'il ouvre un peu les vannes là haut. Oui, je peux vous répondre effectivement. Je peux vous répondre effectivement par rapport aux hypothèses qui ont été prises au niveau de la modélisation. Effectivement, le système de fonctionnement des vannes de l'étang a bien été pris en compte. Après, ce que je voulais simplement, je ne vais pas revenir tout à l'heure sur le. Enfin, je ne voudrais pas simplement que vous restiez sur une fausse impression, comme quoi effectivement on a sous-estimé les débits. En fait, déjà, on a bien pris en compte des hypothèses maximisantes, donc ça, je peux bien vous le confirmer, ne serait-ce que par le fait qu'on a bien pris en compte la concomitance des pics de crue à l'arrivée d'Ambion. Donc déjà, on est sur des hypothèses très, très sécuritaires. Et d'autre part, ce que j'ai oublié de vous préciser également tout à l'heure, c'est que en fait, l'estimation des débits, en soi, quelque part, c'est pas quelque chose qui est majeur, puisque qui est majeur. Si, mais bien entendu, mais je veux dire, c'est corrigé en fait par le modèle hydraulique après par la suite. C'est-à-dire que en fait, on a ce qu'on appelle un modèle hydraulique qui est calé à partir des jaugeages, des observations qui ont été faites, et en fait, le modèle reproduit parfaitement pour des occurrences de crue inférieures à la crue centenale les observations qui ont pu être relevées sur le terrain. Donc c'est ce qui nous permet d'avoir confiance dans les résultats des modèles. Et qui est responsable de la régulation, de l'ouverture des vannes et tout ça? Ça, c'est l'exploitant de l'étang, Il typiquement. fait ce qu'il veut, alors. Il peut ouvrir à fond et puis... Alors, il fait ce qu'il veut dans la mesure où, en fait, nous, on a pris des hypothèses pessimistes et sécuritaires par rapport aux débits, effectivement, qui sont pris en compte en aval de l'étang. Parce que je vous garantis, quand il ouvre, ça débite. Hein. Oui.
qu'on avait d'autres questions. Monsieur, là-bas. Merci, bonsoir. Dominique Boris, maire de Saint-Julien-de-Copel. Je revenais un petit peu sur le début du débat concernant la hauteur de crue maximum à prendre. C'est vrai qu'on est resté sur l'hypothèse d'une crue centenale qui a permis d'affiner la carte que nous avions sur le PLU à l'époque. Cette carte s'est affinée, elle a même rendu un peu plus disponible une certaine zone, mais elle en a rendu d'autres un peu moins disponibles parce que les données sont affinées. Vous avez dans la présentation suivante précisé, enfin on avait déjà dans des réunions précédentes discuté de ça, précisé que dans les zones d'aléa faible, on pouvait reconstruire sous certaines conditions de remonter de 20 cm le niveau du dallage. Ce niveau de 20 cm, est-ce qu'il n'aurait pas pu être pris par rapport à la crue centenale comme une espèce de réserve, en se disant si la crue centenale est au niveau NGF est à l'endroit à 100, est-ce qu'on n'aurait pas pu prendre 100,20? Je ne sais pas, est-ce que ça n'aurait pas été une hypothèse compte tenu de ce qui s'était dit, qu'il y a des phénomènes maintenant de plus en plus récurrents, qui sont des phénomènes quand même violents, et où on sait que la montée des eaux peut être spectaculaire. Concernant les maisons qui sont déjà construites, à Billon en particulier, puisque c'est finalement le déversoir, et c'est comme ça, on ne fera rien, quoi qu'on fasse comme carte, ce qui arrivera à Billon, arrivera à Billon. Même si on dit, on prend certaines précautions. Par contre, c'est vrai que ça émet un risque supplémentaire, c'est celui de diminuer les zones constructibles. C'est évident qu'on a, nous, une zone constructive qui est la zone où on a mis une zone d'activité. Peut-être que si on avait un niveau de crue qui soit supérieur, on aurait moins de zones constructibles. Alors moi, je veux relativiser les choses en ce sens que une crue, c'est pas quelque chose qui perdure. C'est vrai que ça crée des dégâts, pendant un certain temps, il y a des restes derrière, mais c'est ponctuel. Ce n'est pas on ne va pas construire dans des zones où on sait qu'ils sont perpétuellement en risque. Donc je pense qu'après, sur ces niveaux, je pense que quelque part on peut quand même se poser la question sur ce niveau de référence. Le niveau de référence de la crue centenale peut poser question, effectivement, et je pense que derrière on ne prend peut-être pas assez de précautions en mettant un niveau un petit peu supérieur. Je ne voudrais pas qu'on passe toute la réunion publique sur cette question de quelle hypothèse on prend. Tout le monde peut avoir son avis là-dessus. Quel est le bon niveau? C'est centenal, c'est millénal, c'est décennal, etc. Comme l'a dit monsieur le secrétaire général, il y a un équilibre à trouver entre les zones qu'on souhaite pouvoir développer une activité et le niveau de risque qu'on accepte de suivre. La représentation nationale a fait un choix. Elle a dit on prend la crue centenale. Et par rapport à cette crue centenale, on prend des hypothèses maximisantes, c'est ce qui vous a été redit, on fait des hypothèses maximisantes sur la conformation des ouvrages, d'aménagement, on prend les cas machins, on prend tout le bassin versant, on cale les modèles pour vérifier que toutes les crues qui se sont passées dans le passé nous reproduisent bien les choses, qu'on atteint les bonnes hauteurs et on recale le modèle, donc on est assez sûr qu'on reproduit bien une crue centenale, et par rapport à ça, on n'autorise pas les constructions dans zone aléa fort, et ailleurs, on veut d'être au moins 20 cm au-dessus du niveau d'eau. Alors, est-ce que les 20 cm, on aurait pu les intégrer là ou là? Ils y sont à un moment, de toute façon. Il y a un choix qui a été fait par la représentation nationale. Chacun a son avis, on peut considérer que c'est pas suffisamment prudent. Je veux quand même souligner que c'est un énorme progrès par rapport à ce qu'on avait avant. Vous avez vu la carte, combien il y a eu de constructions faites. Aujourd'hui, un niveau de crue centenale, ça reste une chance sur 100 chaque année. Ça ne veut pas dire aucune chance, mais on réduit énormément le risque inondation avec cet outil. C'est ça qu'on voulait vous présenter aujourd'hui. Chacun peut avoir son avis, c'est peut-être pas un outil parfait, c'est vrai qu'on ne prend pas le changement climatique. Probablement que dans 5-10 ans, quand on aura affiné notre connaissance, eh bien on aura une évolution, comme vous l'avez dit, de la réglementation, et on reviendra sur ces études, et peut-être qu'on rehaussera le niveau de risque, parce qu'on considérera que désormais, le niveau de risque a augmenté. Donc, tout à fait, ça va vivre, mais on part quand même d'un niveau qui a été fixé aujourd'hui, à ce seuil-là, qui est un énorme progrès par rapport à ce qu'on avait précédemment. Pour éclairer le doute qu'on peut avoir, est-ce qu'on sait que dans la crue centenale, quelle est l'intensité? Parce que c'est une des questions qui vous a été posée en début de réunion. Une crue centenale sur notre territoire et sur nos bassins versants, ça représente quelle intensité de pluie en millimètres? Est-ce qu'on le sait? Ça permet de faire des comparaisons. Alors,
intensité de pluie, en fait, nous, on raisonne plutôt en débit, en fait. Si vous voulez, Oui, parce que, là, pour les pluies, en fait, c'est compliqué en fait, d'estimer précisément, parce qu'en fait, ce que j'ai expliqué au départ, c'est qu'on a des méthodologies, des modèles, notamment pluie-débit, qui donnent une grande fourchette en fait, de valeurs possibles. Donc, en fait, je pense qu'il faut être assez humble quand on fait effectivement de l'hydrologie. Effectivement, on a tout le temps une marge d'incertitude importante. Après, cette incertitude-là, elle est compensée, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, par la modélisation hydraulique, qui, elle, permet, en fait, si on a éventuellement sous-estimé en fait, des débits, on peut effectivement corriger avec... je ne vais pas rentrer trop dans le détail, parce que effectivement, c'est des choses très techniques, mais en fait, ça nous permet après de corriger à la hausse ou à la baisse, effectivement, selon qu'on aurait surestimé ou sous-estimé des débits. Mais en fait, ce qui est important, c'est bien de considérer des débits plus que des hauteurs d'eau. J'insiste là-dessus, parce que en fait, quand vous avez des hauteurs d'eau précipitées, en fait, il y a une partie qui ruisselle, une partie qui est infiltrée. Donc en fait, c'est assez compliqué aussi à estimer du fait de l'occupation des sols. Donc la notion importante à retenir, c'est bien en termes de débit, parce qu'on est bien sur une cartographie d'aléas par débordement de cours d'eau, j'insiste également là-dessus. Et plus que la notion de pluie, c'est vraiment la notion de débit des cours d'eau qui est importante et qui est considérée ici dans l'étude. Est-ce qu'il y a d'autres questions? En attendant, d'ailleurs, une petite remarque, vous dites justement, s'il avait plu, c'est pas la même. C'est pour ça qu'on ne prend pas les hauteurs de pluie, parce qu'une hauteur de pluie qui tombe sur un sol sec, sur un sol déjà saturé d'eau, etc., ça ne fait pas le même débit. Donc c'est pour ça que les raisonnements, ils ne sont pas en hauteur de pluie qui tombe, parce que oui, bien sûr, ça a une influence, mais ce qui compte, c'est le débit restitué, et c'est pour ça qu'on travaille sur des hypothèses de débit qu'on corrèle à ce qu'on a constaté au cours des 100 dernières années. C'est pour ça que les modèles, ils sont assez fiables derrière. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Vous avez posé la question tout à l'heure, mais pas donné la réponse. Est-ce qu'il y a eu nouvelle construction depuis 2006 en zone inondable? Depuis 2006, la connaissance qui a été établie en 2006 a été prise en compte dans les autorisations d'urbanisme. Alors j'ai particulièrement en tête le PLU de Billon qui était en vigueur avant le PLUI et qui avait pleinement intégré le risque inondation tel que connu pour réglementer les possibilités d'implantation. Donc je dirais que depuis 2006, il y a eu bien une prise en compte des connaissances dans l'instruction des demandes d'autorisation d'urbanisme. Après, voilà, je n'ai pas en tête le détail des constructions qui auraient pu être autorisées, comme elles le seront au titre du PPRI, parce que venant s'implanter dans une zone d'aléa faible ou modérée. Mais la connaissance de 2006 a bien été intégrée par les collectivités et les services de l'État dans les décisions d'aménagement du territoire. Oui, juste pour répondre à cette question, je suis arrivé en Billon. Je n'ai pas une connaissance parfaite depuis 2006, parce que je suis élu seulement depuis 2016 en tant que maire, mais je peux vous dire qu'il y avait quand même un contrôle de l'État à l'époque qui était fait, maintenant par les services ADS, qui font que c'était pas possible. Sauf erreur de beaucoup de personnes, ça ne pouvait pas se produire. Donc aujourd'hui, je crois pouvoir affirmer qu'il n'y a pas eu de construction en zone inondable à Billon depuis 2006. Monsieur le secrétaire général, oui, je crois qu'on n'est pas complètement démunis par rapport et devant le phénomène. On a aussi dans les autorisations d'urbanisme qu'on donne, nous en tant que maire, sur la base de nos règlements et nos PLUI, etc., c'est d'inciter à retarder le plus longtemps possible le retour dans les ruisseaux ou dans les émissaires des eaux qu'on collecte quand on a fait de l'imperméabilisation, on construit une maison, etc. Et je crois que ça, c'est quelque chose qu'on peut généraliser. On peut obliger le pétitionnaire d'un permis de construire de prévoir effectivement une cuve de rétention, pas pour arroser le jardin le lendemain de la pluie, mais pour faire en sorte que l'eau qui peut s'écouler en 10 minutes ou un quart d'heure mette 2 heures ou 3 heures à retourner dans le ruisseau. C'est des équipements qui peuvent exister, qui sont pas très compliqués à faire, et quand on les prend en amont au moment de la construction, c'est relativement bien perçu par les pétitionnaires. Les cartes pendant l'instruction du PPR vont être accessibles au titre de l'enquête publique, c'est ça? Exactement. Donc elles seront publiques, elles seront en mairie. Alors je ne sais pas si le commissaire enquêteur les diffuse sur Internet, je ne sais pas, mais elles sont accessibles. Et tout le projet du PPR, en plus de ce qu'on vous présente là,
va être à votre portée de connaissance dans les lieux où le commissaire enquêteur recevra les citoyens concernés. Donc il vous mettra à disposition les cartes, etc., pour voir si sur telle parcelle, etc., et prendre en considération vos éléments, vos observations. Et ça se passera en mairie, je pense, hein, c'est souvent comme ça. Bonsoir, juste une petite précision à la question précédente. Du coup, les plans seront donc disponibles, d'après ce que je comprends, à partir du premier semestre 2022, c'est ça? L'enquête publique est effectivement programmée au premier trimestre 2022. D'accord, donc pour tout ce qui a été acheté comme terrain en vue de construire une maison avant cette date-là, ça peut être compliqué du coup pour les personnes qui ont acheté. Pour autant, effectivement, on a parlé de l'étude d'aléa qui a été portée à connaissance des communes en fin d'année 2020. Cette étude-là, elle est prise en compte dans les demandes d'autorisation de l'urbanisme, et donc elle peut être communiquée aux pétitionnaires pour qu'ils prennent d'eux-mêmes les bonnes dispositions pour intégrer le risque dans la conception de leur projet. Elle est disponible en mairie. Si aujourd'hui quelqu'un demande un permis de construire, automatiquement, nous, mairie, on contrôle si le terrain est inondable ou pas. Ce n'est pas à chaque personne qui veut construire de repérer son terrain et de voir s'il est inondable ou pas. Il dépose un permis de construire pour un terrain qui est constructible, où il l'est ou il ne l'est pas. S'il ne l'est pas, on lui dira, c'est pas possible. S'il l'est, c'est forcément un terrain qui ne sera pas inondable. S'il ne l'a pas acheté. Pardon? Je veux dire, quelqu'un qui a un projet d'acheter un terrain pour construire une maison, il ne va pas déposer son permis de construire avant d'acheter le terrain. Eh bien, il vient en mairie, il se renseigne au service de l'urbanisme, et il saura si son terrain est inondable ou pas. On peut savoir les maintenant. On est dans Pardon? le début d'attente. On peut savoir Ah les non, maintenant. absolument pas. Nous, le PPRI actuel, on l'a en mairie. Hein. Il n'est pas applicable officiellement parce que tout le déroulé n'a pas été fait. Nous, on a la connaissance de ce plan. Je vais parler sous le contrôle des experts de la DDT qui m'entourent. En 2006, donc, il y a une carte d'aléa qui reprend, pas tout à fait, hein, ce que les cartes d'aléa du PPRI proposent aujourd'hui, puisque les études ont été affinées et on a des parcelles qui étaient classées en zone inondable et qui ont été sorties, et voilà. Donc aujourd'hui, les cartes d'aléa de 2006 sont valables au titre... Les cartes d'aléa de 2006 sont toujours valables. Elles sont valables dans le cadre de l'instruction des demandes de permis. Les cartes d'aléa par rapport à un PPRI, la carte d'aléa n'est pas opposable au tiers, c'est juste une information. Je regarde les collègues si je dis des bêtises ou pas, mais elle fait partie de l'instruction des dossiers, et donc on ne déroge pas aux cartes d'aléa. C'est-à-dire que s'il y a une zone, une parcelle que vous achetez pour construire une habitation, si vous êtes rendu en mairie ou vous avez demandé la carte d'aléa pour voir si c'était en zone inondable ou pas, vous avez l'information. Et en plus, derrière, quand vous allez déposer un permis de construire, la carte d'aléa va s'imposer et les services de l'État vont dire c'est en inondable, dur, et vous ne pouvez pas construire. Donc là, quelque part, vous pouvez, après, en droit du commerce, dire on m'a vendu un terrain au prix... du constructible alors qu'il était non constructible, et donc il y a dol, etc. etc. Ça n'a rien à voir avec les procédures administratives. Mais en tout cas, l'information aujourd'hui qui existe dans les cartes d'aléa de 2006, elle s'applique depuis 2006. C'est pour ça qu'on disait il n'y a certainement pas de constructions qui ont eu lieu entre 2006 et aujourd'hui et qui vont être et qui sont dans des zones inondables qu'on a pu identifier. Mais le PPRI va venir renforcer et imposer à l'ensemble des documents d'urbanisme, dans le dur, des prescriptions très claires, précises, sur les règles de construction ou d'impossibilité de construction. Donc si aujourd'hui vous voulez acheter un terrain, vous avez déjà l'information sur le fait de savoir s'il est inondable ou pas, et si vous pouvez déposer un permis de construire ou pas. Donc l'essentiel, c'est d'aller se renseigner en mairie, ou ça doit être sur Géoportail, sur plein d'autres sites où on a l'ensemble des cartes d'aléa, ou sur les sites de la DDT, on a aussi certainement les cartes d'aléa. Je regarde. Pas sûr. Pour l'instant, les cartes d'aléa ne sont pas disponibles sur le site de la DDT. Effectivement, elles sont... Pardon.
Les cartes d'aléa sont disponibles en mairie. Ce qui est possible également pour une personne qui disposerait d'un terrain et aurait un projet, c'est plutôt que de déposer peut-être directement un permis de construire, déposer une demande de certificat d'urbanisme pour avoir des précisions sur l'aléa présent sur la parcelle et en conséquence les possibilités d'y construire. Et de plus, dans l'acquisition, pour répondre à la question du monsieur, dans l'acte de vente, il est souvent marqué « sous réserve de l'obtention du permis de construire ». Sinon, la vente est cassée. Bien sûr. Simplement une petite précision, donc c'est bien les cartes de 2006 qui se sont appliquées depuis 2006 jusqu'en décembre 2020, et depuis décembre 2020 où il y a eu ce qu'on a appelé le porté à connaissance, c'est les nouvelles cartes qui commencent déjà par s'appliquer par anticipation du PPRI. Voilà. Maintenant on est déjà dans les nouvelles cartes, si vous allez en mairie vous aurez déjà les nouvelles cartes. Mais tout ce qui a été dit s'applique quand même, moyennant cette petite précision. En tout cas, je voulais vous remercier, on va terminer pour ce soir, je voulais vous remercier d'avoir échangé aussi librement sur des sujets qui sont importants, qui sont graves, d'avoir eu ce temps d'échange avec vous. L'idée, donc le calendrier a été présenté, maintenant on va passer à la phase suivante, notamment et avec la procédure d'enquête publique à compter du premier trimestre 2022. Voilà, on vous remercie et puis à très bientôt. Merci, au revoir.